Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va? Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je Ouais, t'assure. ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, trop bien. Nickel. Parfait. Super. Pendant l'orage. Saison 2, épisode 4, le trajet du traumatisme. Dans cet épisode, on a parlé de trauma, du syndrome du stress post-traumatique et de MDR. Avant d'écouter cet épisode, on voulait avertir celles et ceux d'entre vous qui peuvent être sensibles au sujet des accidents, des traumatismes de guerre, des traumatismes sexuels, des traumatismes d'enfance ou des crises d'angoisse, que ce sont des sujets que nous abordons dans cet épisode. Et bien que nous ne les développons pas tous en détail, si cela peut vous gêner d'une manière ou d'une autre, on vous invite à ne pas écouter cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines pour le suivant. Comment ça va Yara aujourd'hui ? Bah écoute, bonne question. Plutôt brouillard. Je me suis toujours pas réveillée, je crois, alors qu'il est 20h. Et ouais, non, une petite énergie basse. Il fait pas très chaud là. On est sous un petit 3-4 degrés, genre. Un peu des problèmes perso qui font que c'est pas la meilleure énergie. Et toi ? Eh ben moi, c'est pas du brouillard, mais c'est plutôt nuageux. Parce que plein de sentiments différents, parce que j'ai du mal à être ancrée dans la vie présente, là, dans l'instant présent. Ok. Parce que, je t'en ai pas encore parlé d'ailleurs, mais j'ai revu quelqu'un de très important de mon passé il y a quelques jours. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être le cul entre deux chaises, tu vois, donc c'est un peu étrange. J'ai l'impression d'être encore en train de digérer des choses et du coup de pas être tout à fait ancrée, tu vois. D'être là, quoi. Okay. Ouais. Mais je suis très contente qu'on fasse cet épisode parce que du coup aujourd'hui on va vous parler du syndrome du stress post-traumatique, de ce que c'est qu'un traumatisme, de comment nous on l'a vécu, parce que du coup on peut déjà commencer par dire qu'on est toutes les deux concernées par ce trouble qui est un trouble anxieux. Et du coup on va vous parler de tout ça et ça nous tenait quand même vachement à cœur parce que c'est... Enfin, moi, perso, c'est en étant diagnostiquée de ça que j'ai compris que j'avais vraiment des problèmes de santé mentale et que j'étais concernée par des troubles. Ouais. Et que je me suis sentie du coup légitime de me dire « Ah ok, c'est pour ça qu'il se passe tout ça dans ma tête et dans mon corps. » Ça a peut-être aidé pour toi la chose qui a pris le plus de place aussi. Ouais. Et du coup, qui a été la plus importante, qui a pris beaucoup de place et avec lequel tu as dû apprendre à vivre quoi, au quotidien. Donc, ouais, carrément. Donc c'est quand même un gros sujet, quoi. Ouais. Mais toi, t'as l'impression que c'est aussi le truc qui a pris le plus de place ? Ouais, mais du coup, moi, j'ai vécu des traumatismes il y a quelques années, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps dans ma vie sans, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, que ça prenne vraiment une place. Mais du coup, toi, vu que tu as vécu traumatisme plus petite, du coup, toi, j'ai l'impression que ça a vraiment construit ta vie, tu vois, que tu t'es construite et que tu as grandi avec ça. Ouais, inconsciemment, ouais. Ouais, donc... Ouais, c'est vrai que du coup, ça... Ouais, non, carrément. Il y a eu beaucoup de périodes où je me suis dit qu'est-ce qui dépend de moi, et encore maintenant, et qu'est-ce qui dépend du coup de l'enfant traumatisé que j'ai été, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que moi, quand j'ai subi des traumatismes, j'ai l'impression, en tout cas les traumas qui m'ont le plus marqué, j'ai l'impression que j'avais fait un chemin où j'étais déjà informée un peu sur ce que c'était, les conséquences de les conséquences de l'acte. Et du coup, je l'ai assez vite reconnu finalement. J'ai plus décelé. Pas du tout eu de moment d'amnésie en fait. En fait, c'est ça. Et du coup, j'ai plus pu séparer, tu vois. Moi, c'était plus dissocié en mode ça, je sais que c'est moi, mon moi normal. Ça, je sais que c'est mon moi après mon traumatisme, tu vois. Toi, peut-être, du coup, t'as eu ces moments où, comme tu dis, tu savais plus qu'est-ce que c'était, quoi. Carrément. Du coup, on peut peut-être, si tu veux, commencer par expliquer un peu déjà ce que c'est. On dit souvent SSPT. Donc, si on dit SSPT, c'est le syndrome du stress post-traumatique. Moi, je le lis souvent sur Insta aussi dans des posts en anglais. Donc, c'est PTSD en anglais.
Et du coup, en gros, le syndrome du... je vous dis ça, encore une fois, on n'est pas médecin, mais moi, c'est mon psychiatre, quand il me l'avait diagnostiqué, qui m'avait expliqué ça comme ça. En fait, il y a plusieurs troubles de la santé mentale, et dans ces troubles-là, il y a le trouble anxieux. Et en fait, dans les troubles anxieux, en fait, il y a plein d'autres troubles, et le SSPT en fait partie. Et dedans, il y a aussi les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, il y a les crises d'angoisse, il y a d'autres choses dont je me rappelle. Il y a l'anxiété généralisée, et je crois qu'il y en a un 5e, mais bon, je ne me rappelle plus. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est un trouble anxieux et que du coup, c'est diagnostiqué par des médecins. Et que du coup, c'est un trouble qui se traite et qui se soigne. Hein. Clairement, on ne reste pas atteinte de ce trouble toute notre vie. Enfin, je ne le souhaite pas en tout cas. Oui, c'est clair. Et du coup, le trauma, je sais pas si tu voulais en parler ou... Non, vas-y, t'inquiète. Du coup, le trauma, c'est... en fait, c'est... alors, on en a parlé dans l'épisode précédent, que je vous invite à peut-être aller écouter même avant celui-là. On parle de ce qui se passe dans notre corps et de comment nos émotions elles ressortent par notre corps. Et je parle beaucoup d'un livre, et je vais pas mal en reparler, je pense, aujourd'hui, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien », qui a été écrit par un psychiatre qui s'appelle Bessel van der Kolk, que je dois sûrement très mal prononcer d'ailleurs. Et du coup, lui, c'est intéressant parce que au début, il a beaucoup travaillé avec des hommes qui avaient fait la guerre du Vietnam. Et en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure de sa vie et de ses recherches en tant que médecin qu'en fait, le mécanisme du traumatisme, il n'était pas présent que chez ces gens-là, où en fait, il dit que c'est un peu avec la guerre du Vietnam qu'on a commencé à s'intéresser au trauma. Mais en fait, il disait qu'après, il s'est rendu compte que sur des choses qui peuvent paraître plus minimes que des événements comme ça géopolitiques où on se dit forcément c'est traumatisant de partir à la guerre, que en fait ça avait les mêmes conséquences sur le corps, sur la tête, et que les mêmes troubles se développaient. Donc déjà, je pense qu'il faut commencer par dire que le traumatisme, c'est pas forcément quelque chose qui objectivement nous paraît être traumatisant. Déjà, ça dépend de tellement de choses. Je pense, est-ce qu'on va être traumatisé par un certain événement ? Enfin, on le voit dans notre vie de tous les jours. De toute façon, il y a des gens qui vivent beaucoup mieux des choses que nous, on vivrait très très mal. Et du coup, donc ça peut vraiment arriver à tout le monde d'être traumatisé. Et en fait, ça dépend du coup de notre fenêtre de tolérance. Et donc, il explique ça. En fait, ça a un lien du coup avec... il y a pas mal de parenthèses neurologiques dans ce qu'il explique. En fait, notre cerveau, il a un seuil de tolérance de ce qu'il connaît. Et en fait, quand il se passe un événement qui arrive et que l'information sensorielle qu'on reçoit par nos yeux, donc un truc qu'on voit, qu'on entend, qu'on vit en fait avec notre corps et notre tête, et que notre cerveau n'arrive pas à le reconnecter à une expérience préexistante, à un souvenir, à un truc, il n'arrive pas à faire de lien. C'est un peu comme si la machine entière disjonctait. Et du coup, on sort complètement de notre fenêtre de tolérance. Et donc, en fait, là, les 3 réponses au trauma, c'est la fuite, l'attaque ou l'immobilité, quoi. Ce qu'on peut englober dans l'instinct de survie, peut-être. Ouais, carrément. Ouais. C'est un moment où tu redeviens c'est carrément ça. Où tu redeviens animal, et c'est comme une gazelle face à un lion. Souvent, on les voit qui d'abord se figent. Et c'est la réponse première de se figer du cerveau quand il comprend pas. Et en fait, parfois, il se met à fuir automatiquement, et parfois, au contraire, il attaque. Et en fait, si on réfléchit à ces 3 stratégies-là de combat, de survie, quoi, si on y réfléchit, même dans des moments minimes de notre vie, c'est ce qu'on met en place. Mais du coup, le traumatisme, c'est vraiment ça. C'est quand, en fait, du coup, notre corps et notre tête n'ont pas pu se réguler correctement pour vivre un événement ou une information, ou pour la comprendre. Et du coup, ça nous laisse des traces, et en fait, il faut y retravailler pour que le cerveau puisse encoder l'information et se dire « Ah, en fait, ok, cet événement-là, on peut le classer dans cette étagère-là de la bibliothèque de nos connaissances. Et en fait, c'est ok, on la connaît et on passe à autre chose. » Ouais. Et en fait, ce qu'on connaît pas souvent, c'est synonyme de danger. Exactement. Et danger, souvent, c'est relié à tout ce qui est mort, des choses qu'on connaît pas et dont on a peur, aussi, beaucoup de peur. Ouais. Du coup, il y a aussi un
vraiment un gros rapport à ta personne, que ce soit ta personne physique ou psychique est mise en danger, ton intégrité physique ou psychique est mise en danger, quoi. Et du coup, ton cerveau, il bloque, quoi. Oui, mais ça peut aussi être quand tu vois quelque chose où les gens ont leur intégrité mise en danger. Ouais, voilà. Par exemple, voilà, les gens sûr. qui voient un accident sans en faire partie, ils peuvent être traumatisés. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais de la guerre, c'est parce que t'as pas besoin, en gros, d'avoir fait la guerre pour être traumatisé. Et du coup, le syndrome du stress post-traumatique, c'est en fait toutes les réactions corporelles et en fait et psychiques qui se passent suite à un traumatisme, où du coup, souvent, il y a une amnésie, comme on disait au tout début, où en fait, le système disjoncte tellement que c'est comme s'il se coupait complètement de la réalité. Donc souvent, les personnes entrent dans des phases de dissociation, où c'est comme si... souvent, les gens racontent qu'ils ont, pendant par exemple des accidents de voiture ou des agressions sexuelles, qu'ils ont l'impression de sortir de leur corps et d'être spectateurs de la scène. Bah, ça, souvent, c'est de la dissociation. Donc souvent, c'est... Le trajet un peu du trauma, ça passe par la dissociation, par l'amnésie, où on ne se rappelle pas de tout, tellement c'était trop. Et après, ça revient avec des expériences de vie qui nous rappellent, une odeur qui nous rappelle, qui nous fait ressouvenir. Et du coup, le cerveau s'ouvre un peu comme une boîte de Pandore et nous renvoie des flashs, des sensations physiques et tout. Et c'est là qu'il faut demander de l'aide et se faire aider, parce que c'est putain de dur, quoi. Enfin, pour l'avoir vécu personnellement, un peu l'impression de devenir fou, quoi. Donc, ouais. En fait, je me rappelle aussi dans le livre là dont tu parles, que lui, il a vachement bossé en faisant des expériences, en faisant des scanners sur les cerveaux justement des vétérans. Et justement, comme tu disais, on parle beaucoup pour le syndrome du stress post-traumatique de déclencheur. Ouais. Parce que, en fait, ça va être... comme tu dis, au niveau des sens, ça peut être une odeur, ça peut être à la vue de quelque chose ou à l'écoute de quelque chose, que ton cerveau, en fait, quand il a fait des scanners des cerveaux des vétérans, si on les remettait justement dans un contexte comme ça et qu'on leur mettait un déclencheur, et bah du coup, le cerveau, en fait, il se passe exactement dans le cerveau ce qui se passait au moment de l'événement, en fait. Ouais, et c'est ouf de voir à quel point dans une pièce où ils sont en sécurité et où en fait ils sont plus du tout dans cet environnement-là, le cerveau, en fait, avec les déclencheurs, il se remet en fait dans le même état que dans la même position, quoi. Et du coup, il envoie au corps des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte, exactement. Ouais. Et c'est ce qu'il explique aussi dans son bouquin, c'est que du coup, comme tu dis, l'instinct animal, on se met à transpirer, on se met à suer, à avoir les jambes qui tremblent parce que tu as envie de partir en courant et tout. Et ouais. Toi, en plus, je sais que tu as vachement justement ce truc-là de déclencheur sensoriel, tu vois, même avec la vue. Enfin, toi, je sais que c'est un truc qui est vachement développé. Moi, je trouve que c'est moins le cas. Enfin, moi, j'ai pas un truc particulier. Mes déclencheurs, ils vont être plus au niveau de souvenirs, d'endroits, vraiment de choses qui me rappellent les traumas. Mais c'est vrai que rien que toi, tu peux, avec certaines odeurs, certaines lumières, certaines machins, t'as des réactions, quoi. Bah ouais, du coup, comme on disait au début, moi, le traumatisme que j'ai vécu, c'était dans l'enfance. Et du coup, je suis encore en train de me renseigner là-dessus. Encore une fois, je suis pas experte, mais apparemment, c'est typique des traumatismes enfantins. C'est que, justement, quand ça remonte, comme ça remonte à hauteur de perception et de souvenirs d'enfant, et en fait, ça passe vachement par la sensorialité. Parce qu'en fait, comme c'est un moment de ta vie où ton cerveau, il n'est pas complètement fini, enfin, même en soi, là, nos cerveaux, ils sont pas complètement finis, tu vois. Et que du coup, c'est un moment où tu as du mal à être rationnel. Et du coup, souvent, mais même quand tout le monde y réfléchit, souvent, nos souvenirs d'enfance, c'est un parfum, c'est une odeur, c'est une image, comme des photos, en fait. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est remonté comme ça, et c'est comme ça que j'ai pris conscience qu'il y avait un trauma et que j'avais besoin d'aide. C'est que justement, c'est remonté par des petits trucs, et que du coup, ça venait envahir ma vie quotidienne, parce que ça pouvait être un bruit hyper quotidien, tu vois, un bruit que tu entendrais tous les jours dans la rue, qui me déclenchait tout de suite, et du coup, qui me remettait dans un état de panique, quoi. Et donc, je faisais des crises d'angoisse et tout. Mais c'est pour ça que les troubles anxieux que je décrivais au début, souvent,
les uns vont avec les autres, tu vois. Souvent, quand tu es atteint de SSPT, SSPT, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Quand tu es atteint de SSPT, bah, tu peux aussi faire des crises d'angoisse, tu peux aussi développer des TOC et tout. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que, justement, toi, ton anxiété, ton anxiété face à certaines choses, tes crises d'angoisse, etc., est-ce que tu les mets justement que dans cette catégorie de stress post-traumatique, donc qui est lié à ton trauma, ou est-ce que tu relis ça à autre chose, pas forcément à des traumatismes, ou à comment tu t'es construit, à ton environnement, à autre chose? Bah, tu vois, c'est ça qui était hyper compliqué, c'est que moi, je relisais vraiment ça à mon trauma. Et je pense qu'en soi, ça m'a rendue anxieuse dans la vie en général, tu vois. Ouais. Parce que ça m'a affaiblie pour mes relations, pour plein de choses, tu vois. Parce que le trauma, c'est comme un espèce de... C'est comme un parasite, tu vois, qui tâche tout ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'en fait, être traumatisé, c'est être bloqué dans le passé, tout en vivant dans le présent, et du coup c'est avoir souvent toujours l'impression d'être à côté du monde et de ce que les gens que tu vois avancer et tout. Du coup oui, effectivement, genre l'anxiété, je la vois vachement à travers ça. Et de toute façon, c'est pas parce que on a comme tu dis, c'est le terme, je pense, de s'attache un peu tout ce qu'il y a autour. Ouais. C'est pas parce que t'as un accident de voiture que après la seule conséquence de ce trauma, c'est que tu peux plus conduire ou prendre la voiture, quoi. En fait, ça joue sur d'autres choses. Et le syndrome du stress post-traumatique, justement, ça joue sur des troubles psychiques, comme sur ta personnalité, sur après ton comportement, ta relation aux autres, tout ça. Ouais, quoi. carrément. Bah ouais. Oui, et puis du coup, c'est vrai que parfois, tu peux être vu comme quelqu'un qui est un peu à côté de la plaque, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, si t'es déclencheur, c'est des choses plutôt quotidiennes, parce que ton traumatisme, il s'est fait dans un environnement plutôt quotidien. Ouais. Et bah du coup, ça peut être très dur, parce qu'en fait, il y a plein de fois où tu vas dire, allez, je prends sur moi, ça va, je gère, mais en fait, tu contrôles pas, donc... Ouais, genre là, les gens vont me prendre pour une folle si je leur dis d'un coup que la lumière, elle m'angoisse, ou que cette odeur-là, je peux pas, ou que... Ouais, genre... Bah ouais. C'est des trucs qui paraissent tellement bénins et tellement... Bah ouais. Même, tu vois, il y a des... Par exemple, il y a des gens qui ont été violentés dans des cadres, peu importe en fait, mais dans des relations avec des gens amicaux, familiaux, peu importe, qui ont été insultés d'une certaine manière, je veux dire par un certain mot, une certaine insulte. Si jamais il la réentendent dans la vraie vie, alors que je trouve que surtout dans la langue française, les insultes, c'est hyper courant. Genre, on en sort à toutes les sauces, quoi. Et bah, ça peut leur redéclencher un truc et tout. Ou des trucs de la vie de tous les jours, tu vois, qui peuvent réarriver. Et du coup, ouais, tu te dis un peu... moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être folle, quoi. Je savais que j'étais anxieuse. Genre, je voyais déjà une psychiatre avant d'être diagnostiquée de SSPT. Qui m'avait dit que j'étais anxieuse, mais donc moi je savais que je faisais des crises d'angoisse, quoi. Mais je comprenais pas pourquoi et tout. Et quand c'est remonté, je me suis dit, mais avant de savoir que c'était un trauma, je me suis dit, mais je suis complètement folle, parce que du coup, j'ai revécu des phases de dissociation comme si je revivais le traumatisme, où j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps. Et du coup, vraiment, je disais à tout le monde, j'ai l'impression de devenir tarée, quoi. Parce que... Et puis avoir le contrôle de ton corps, du coup, puis avoir le contrôle de tes réactions. Et du coup, tu peux hyper facilement te mettre en danger. Enfin, c'est un trouble qui est hyper violent et qui, comme tous les troubles, de toute façon, demande à ce qu'on se fasse aider, quoi. Oui. On le répétera jamais assez. Bah ouais. Faites-vous aider si vous avez besoin. Ouais. Bah ouais. Mais du coup, je sais pas si toi, tu veux parler un peu de ce que tu as pu mettre en place, justement, pour te faire aider, pour... Ouais, je pense que toutes les deux, en ce moment, on est dans la même direction de se faire aider via le MDR. Je sais que y a aussi les thérapies comportementales, TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui apparemment aussi sont très efficaces. J'en parlerai pas parce que je l'ai jamais pratiqué, donc je connais pas trop. Mais le MDR, c'est vrai qu'on
on est en cours de d'aide via le MDR. En fait, c'est une technique qui passe par le corps. Donc en fait, il y a différentes étapes. Déjà, on fait de l'EMDR quand on est dans un moment de notre vie où on se sent assez bien. Parce qu'en fait, c'est en sécurité, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui retraite en fait du souvenir et du trauma. Donc, faut être prêt en fait à y aller. Faut pas être dans un moment. Moi, je sais que le moment où j'ai voulu commencer l'année dernière, c'est un moment où certains médecins ont dit à ma psychothérapeute, bah non, là, c'est pas le moment. C'était trop tôt, ouais. Voilà, là, en ce moment, elle est trop fragile pour pouvoir commencer le MDR. Donc voilà, déjà, faut être plutôt, faut se sentir plutôt stable au moment venu. Ensuite, avec votre psychothérapeute, vous allez parler vous allez un peu refaire le trajet de votre vie, de vos expériences, de votre histoire, etc. pour qu'elle comprenne un peu aussi qui vous êtes, ce qui s'est passé. Et première étape très importante en EMDR, c'est trouver sa sécurité. Ouais. Et donc trouver sa... comment on dit ? Sa safe place. Ouais, sa safe place et... Ses ressources. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et mot. juste, désolée de te couper, mais EMDR, ça veut dire quoi déjà, l'acronyme ? Ça veut dire... c'est un truc en anglais. C'est Eyes Desensitization. Ouais, Movement and... Attends, EMDR. Eye Movement Desensitization... Elles maîtrisent leur sujet. Ouais. Oui, parce que en gros, il faut expliquer. Là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est pour arriver à la méthode de l'EMDR. Et parce qu'en fait, comme justement, tu disais effectivement que c'est un truc qui peut être très violent. Parce que du coup, c'est un peu l'idée de se replonger dans le traumatisme. Du coup, le but, c'est pas de faire comme ce psychologue, d'envoyer juste des déclencheurs et de voir ce qui se passe. C'est ça. Parce que ça peut être archi violent. Ouais, c'est ça. Mais c'est de créer justement un environnement sain. Et déjà avoir des ressources nécessaires pour quand le moment viendra, si jamais il a du mal à être traité, quoi. Si l'information a du mal à être traitée. Donc, on se renseignera a posteriori de ce que... ça veut dire exactement. Mais donc du coup les ressources hyper importantes. Ça va être un travail au tout début avant de commencer les séances pour que vous trouviez ça peut être un objet, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Souvent c'est pas trop ce qu'on pense être au début. Donc, moi je sais que je pensais je pensais connaître mes ressources, au final ça a pas été ça. On a été dans ces ressources là et on était en mode ouais non en fait pas du tout, c'est pas du tout assez sécure. Donc du coup, on cherche les ressources. Et après, le travail il va commencer. Donc en fait, il va y avoir un travail par rapport à l'oscillation des auriculaires, en fait. L'oscillation auriculaire. Oculaire, je crois. Auriculaire. Oh, waouh. C'est pas grave, je viens de confondre le petit doigt et l'œil. Bon, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Donc du coup, oscillation oculaire. Et toi, je crois que ta psychothérapeute, elle le fait avec le doigt, non ? Ouais, en gros, ça peut paraître très bizarre. Moi, quand je vais expliquer ça à mon copain au début, il était là, mais genre, tu te fais hypnotiser. J'étais là, non. C'est pas mais pareil. Du coup, vraiment... souvent, les gens confondent avec l'hypnose. Bah oui, mais le rapproche à l'hypnose. Ouais, mais vraiment pas. Enfin, en gros, elle met ses deux doigts comme ça, elle me demande de regarder, et elle fait comme ça. Et en fait, elle gère le tempo. Enfin, du coup, en gros, elle bouge ses deux doigts levés de droite à gauche. Et toi, t'as une machine que tu regardes ? Moi, c'est une barre. Genre comme une barre de son, tu vois, au début elle a sorti le truc, j'étais en mode waouh, on va faire la fête. Et en fait c'est comme une barre de son, et en fait il y a un petit point vert, en plus il est magnifique. Wow. Et en fait, et du coup avec une télécommande elle déclenche le petit point. Et du coup elles ont pas les mêmes moyens nos thérapeutes. et du coup il bouge et elle contrôle aussi la vitesse. Okay. Et en fait elle le stoppe, donc en fait vous allez suivre le point avec vos yeux. Le but, en gros, pour vous faire un petit résumé, parce que même nous, on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre cerveau, mais du coup, ça te coupe un peu du mental, quoi, ouais, et ça te coupe du mental, ça te fait concentrer sur quelque chose. C'est exactement ce qu'on fait comme mouvement quand on dort, d'ailleurs. Et
Et en fait, on va reprendre un souvenir du coup. On va replonger dans un souvenir, du coup à telle période, dans l'enfance ou pas. Et on va retraiter du souvenir. Et le but, en fait, c'est de revivre le moment, enfin que ton cerveau revive le moment. Ouais. Et tout en fait, en laissant ton corps dans un espace de sécurité, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on va traiter l'information. Et le but de l'EMDR, c'est transformer l'information, en fait. Ouais. Transformer l'information, ça veut dire on va ressentir des choses. Donc, on va avoir des réactions physiques, on va avoir des réactions émotionnelles, on va avoir... Et en fait, on laisse venir ce qui vient. Donc, on laisse venir les réactions physiques, on laisse venir ce qui nous passe par la tête. Donc, ça peut être des idées, on peut penser à telle chose. Ouais. Et l'idée, justement, c'est de laisser sortir tout ce qui vient. C'est-à-dire que si tu es en train de traiter de ton souvenir, de ton accident de voiture, et que d'un coup, tu penses à ta grand-mère qui fait un gâteau, et bah, tu laisses... C'est ça. Enfin, je veux dire, tu parles de ça et tu te dis ce qui vient. Ouais. Et peu importe, en fait, si tu as l'impression que ce soit cohérent ou pas. Parce et que en c'est fait, pas la question. ouais, du coup, c'est en fait, ça alterne du coup des moments où il y a l'oscillation oculaire et des mouvements où du coup, moi, perso, arrête. ma thérapeute, elle arrête et elle me dit et qu'est-ce qui vient maintenant ? Voilà, c'est ça. Elle dit une phrase comme ça, je sais pas quelle phrase elle dit, toi. Mais... Ouais, qu'est-ce qui vient, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui Ouais, vient ? c'est ça, qu'est-ce qui Et vient. là, c'est là que tu peux dire, bah, je sais pas, j'ai pensé à un ami de maternelle. Ok, elle me dit toujours, ok, restez avec ça, on continue, Voilà, vous c'est suivez ça. mes doigts. Et du coup, on refait, et en fait, c'est comme si bah, tu laissais ton cerveau cheminer tout seul, et que bah, tu perds un peu le contrôle, comme effectivement, ça se décroche un peu du rationnel. Et c'est assez dingue, c'est assez fou, en fait, à quel point ça permet, du coup, de réancrer le traumatisme dans la fenêtre de tolérance, comme je vous disais. En gros, pas de dire oui, ça n'a pas été si traumatisant, ou pas de dire non, mais ça n'existe plus, de dire ça existe, mais en fait, maintenant, les déclencheurs me déclencheront plus, quoi. Parce que maintenant, j'ai compris, et je sais qu'en vrai, j'ai plus peur et que je suis plus en danger. Ouais, c'est ça. Mais c'est long. Sentir que tu n'es plus en avant de danger, sentir que et t'es aussi quand tu traites, du coup, quand tu vas sur tes déclencheurs, justement, en fait, ton cerveau, il va revenir sur des pensées négatives, tu vois, des réactions qui font peur, etc. Et du coup, le but dans la transformation, c'est d'arriver à transformer ces émotions-là et ces réactions-là en réactions positives. Oui, et du coup, tes déclencheurs, en fait, ils te déclencheront plus des réactions qui vont te mettre dans des états où tu seras mal. C'est ça, en fait, tu vois. Donc, ce sera encore là, mais ce sera plus quelque chose qui te tirera vers le bas. Donc c'est assez dingue en vrai. C'est passionnant le MDR. Y a plein de bouquins qui ont été écrits dessus si ça vous intéresse. Et il y a plein d'autres manières de traiter le traumatisme. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le moyen qui est le plus reconnu, le plus reconnu comme efficace et le plus reconnu aussi au niveau de la justice. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un justificatif officiel d'un souvenir de traumatisme. Ouais, en gros, en fait, les traumatismes où il y a des amnésies, en fait, il y a des choses qui remontent avec le MDR. Ça peut effectivement faire partie de preuves. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Et ça, je trouve ça assez dingue. Mais effectivement, pour soulager un traumatisme, il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, pour guérir, c'est vraiment bien de passer par le MDR. Après, il faut savoir que c'est une thérapie qui est très dure. Parce que, en fait, ça réactive complètement le traumatisme. Et donc, en fait, même dans les jours qui suivent des séances... ça peut bousculer, quoi. Ça peut tout bousculer. On peut avoir des flashs, des trucs qui nous reviennent et tout, machin. Donc, il faut vraiment être avec un psy avec lequel vous vous sentez en confiance. Ouais. Et qui est spécialisé là-dedans aussi, quoi. Enfin, de s'assurer que ce soit quelqu'un qui soit bien formé. Parce que moi, la première psy que j'avais vue pour faire de l'EMDR, elle m'avait pas forcément mise à l'aise. Et je sais pas si c'était dû à un manquement de sa part ou moi si j'étais pas prête, mais je sentais que c'était pas bon pour moi et donc il faut réfléchir à ce qui est bon pour moi. Faut se sentir en confiance, faut se sentir en sécurité, faut se sentir prêt et surtout avoir des ressources. Avoir des ressources. Mais après on le dira jamais assez, rien que le fait d'en parler autour de vous, à vos amis, d'oser dire moi j'ai été traumatisée par ça, même si sur papier vous avez l'impression que c'est pas quelque chose qui objectivement est traumatisant.
Et surtout d'aller consulter pour voir si vous avez un syndrome du stress post-traumatique, et parce que ça vous aidera à mieux vous comprendre et vous soulager. Et aussi parler à son entourage de ses déclencheurs aussi. Ouais, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important parce que du coup, moi je sais que après avoir vécu mes traumas, je sais que tout mon entourage proche, certains de mes déclencheurs, donc c'était quand on sortait, quand j'étais pas dans un endroit clos, quand j'étais plutôt sur la voie publique. Et en fait, du coup, ils étaient au courant. Le fait qu'ils soient au courant, ils pouvaient être plus alertes. En fait, s'il y avait certains déclencheurs qui étaient présents, ils pouvaient être plus alertes et à l'écoute par rapport à mes réactions, mon ressenti, etc. Et du coup, toi-même, tu te sens plus en confiance parce que tu te dis que tu as des ressources autour de toi et que tu n'es pas seule et que machin. Donc, voilà, donc faut pas se sentir bête, même dire justement, tu es en train de faire les courses avec tes potes et s'ils savent que justement tu peux avoir ce déclencheur-là, de te dire là les lumières elles sont trop blanches ou trop fortes ou machin, ou je me sens oppressée ou il y a telle personne, machin, et du coup ils sont plus alertes et ils vont pouvoir plus aussi directement te mettre en sécurité. Sans que tu aies besoin à expliquer, à dire c'est peut-être bizarre, mais est-ce que je peux t'attendre dehors et tout. Moi, ça m'est arrivé dans plein de situations d'être là, non, je peux pas trop sortir boire un verre et tout, alors qu'en fait, je sais juste que le lieu qu'ils ont choisi, l'heure à laquelle on y va, le moment, machin, ça va juste être trop de déclencheurs et que du coup, je suis là, en fait, j'ai pas envie d'être hyper activée d'un coup et de pas avoir le contrôle parce que c'est très insécurisant et très inconfortable et donc voilà quoi. Ouais, donc en parler. En parler pour prendre soin de soi et aider les gens. Aider les gens à prendre soin de nous aussi, quoi. Ouais. On a bien parlé déjà. Ouais, on a bien parlé. Je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Je pense aussi. Et en même temps, on savait que c'est un épisode sur lequel on avait des choses à dire. Ouais, et puis c'est hyper important. En vrai, je pense qu'on se sent tellement concerné aussi par ça que... qu'on pense que c'était un passage obligé quoi. Carrément. Mais en tout cas on vous invite on va vous faire une petite reco la semaine prochaine comme d'hab, et puis sur on Instagram. vous invite Instagram @pendant-orage-podcast. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur les plateformes de streaming, à repartager, à liker, à envoyer à vos proches, voilà quoi, tout ce qui pourrait faire un peu de la visibilité et aider les gens qui se sentiraient concernés aussi par ça. Ouais, carrément, parce que c'est quand même le but de tout ça. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on va vous faire une reco où on va remettre des noms des livres dont on a parlé aujourd'hui. Et peut-être que si on trouve des films, moi je pense qu'il y a moyen. J'ai des films en tête, faut que je réfléchisse à tout ça. Mais du coup, une semaine après les épisodes, on vous poste sur Insta du coup des recommandations pour aller plus loin. Des films, des bouquins, des événements et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et dans 2 semaines du coup. Oui. Ciao. Ciao.